Chers amis, je souhaitais poursuivre avec vous les réflexions engagées l'an passé sur la manière dont on peut concevoir les relations entre l'ontologie et la sémiotique. En me livrant à cet examen, je voulais montrer comment, face aux impasses où nous ont menés au XXe siècle divers tournants linguistiques puis cognitifs notamment, on peut prendre au sérieux le projet d'une ontologie s'inscrivant dans une perspective simultanément sémiotique et réaliste, et souligner chemin faisant qu'une réflexion sur le langage, mais bien plus généralement sur les signes et sur les liens qu'ils tissent avec l'esprit et le monde, impose un engagement ontologique et un engagement qui n'est pas nécessairement nominaliste. Au contraire même, comme en témoigne au début du XXe siècle le projet systématique entrepris par un auteur comme Peirce, on peut défendre une authentique sémiotique reposant sur une approche logique et métaphysique et inséparable en outre de certains engagements réalistes. Dans cet esprit, j'avais d'abord fait retour sur nombre de questions et d'auteurs qui, dans l'Antiquité, au Moyen Âge, Abélard, Occam, les modistes, puis à l'époque moderne, Berkeley, avaient eux aussi tenté, avec plus ou moins de bonheur, de se livrer à l'exercice. Pour plus de commodité, vous trouverez en ligne sur le site de la chaire le résumé détaillé des séances du cours. Je voulais donc cette année terminer d'abord ce petit parcours en posant quelques nouveaux jalons, à mon sens féconds de cette histoire, examiner les grandes lignes de la sémiotique réaliste persienne, montrer ensuite comment ce projet avait inspiré nombre d'auteurs au XXe siècle, Maurice, Millikan ou encore Dretske, tout en étant proche aussi à mains égards de certains courants de la phénoménologie, tels qu'ont pu l'incarner les héritiers de la tradition brentanienne, que sont par exemple Karl Bühler ou Anton Marty. J'espérais ainsi vous montrer que nous disposions là de guides précieux pour mieux saisir la manière dont s'articulent les trois sommets de ce fameux triangle que sont la pensée, les mots, le monde. Après notre examen, qui s'était achevé l'an passé par une incursion dans la réflexion berkeleyenne sur les signes, nous avons pu, lors des séances des 3 et 10 mars, progresser dans l'analyse, en commençant par présenter deux approches, l'une dont on pourrait penser de prime abord, comme dans le cas de Berkeley, qu'elle est d'allure plutôt nominaliste, celle de Condillac, l'autre, plus proche à première vue aussi, d'un réalisme assumé, celle de Thomas Reid. Ces deux tentatives, menées par deux contemporains aussi différents, du moins en apparence, que purent l'être à leur époque l'abbé grenoblois et le philosophe d'Aberdeen, sont éclairantes car s'y trouvent posées des questions, et plus encore révéler des difficultés sur l'établissement de projets comme celui que j'ai à l'esprit. Comment, par exemple, mieux cerner les relations entre les signes et les idées, que celles-ci s'entendent comme des représentations mentales ou comme des idées sensibles, entre langage naturel et langage d'action, entre signes naturels et signes arbitraires ou artificiels, entre signes naturels et signes d'institution, ou encore entre signes linguistiques et systèmes plus larges d'expression en tout genre. Quel sens peut-il y avoir à défendre une sémiotique perceptive? Comment évaluer la pertinence du concept de langage naturel? Ainsi, par ces petites escapades d'historique, je voulais m'assurer que sont déjà à l'œuvre, chez Condillac comme chez Reid, des analyses qui font certes apparaître le rôle décisif que joue le langage dans la connaissance, mais plus encore peut-être ce que nous avions déjà pressenti en approfondissant les thèses de Berkeley, l'étroitesse des liens qui unissent les signes non pas tant aux représentations qu'à la perception et à l'action. Or, c'est cela, j'en suis convaincue, que nous devons parvenir à mieux appréhender si nous voulons comprendre comment notre esprit s'accroche au monde. Malheureusement, ce parcours, je n'ai pu que l'esquisser pour les raisons que vous savez. Je n'ai eu le temps que de présenter ces deux figures majeures, leurs points de divergence, mais aussi de convergence, et vous indiquer déjà, textes à l'appui, comment, en jouant sur les mécanismes de ressemblance et de suggestion, Condillac et Reid mettent en place une sémiotique perceptive souvent très proche, à partir d'une typologie originale des signes naturels et artificiels et des signes d'institution, qui reconduit de la perception à un langage d'action et moins par rupture que par dégradation, à un espace sémiotique fort large, comprenant les signes linguistiques et la langue du calcul, mais à même aussi
de s'étendre dans une perspective réaliste et naturaliste à une gamme infiniment riche de moyens d'expression sémiotique. Il reste donc, vous vous en doutez, tant à dire que je reprendrai les choses l'an prochain. Mais d'ores et déjà, vous trouverez en ligne la bibliographie relative aux 2 séances qui se sont tenues, ainsi que tous les textes de Condillac et de Reed que j'avais pu vous distribuer alors. Les événements récents m'auront donné raison sur le bien fondé d'un tel examen, à un point que je n'imaginais pas il y a encore 2 mois. Ils m'auront permis de mesurer par les diverses barrières physiques et sociales désormais instaurées et les multiples atteintes à nos différents sens, toucher, perte de l'odorat, du goût, vision à repenser en intégrant la présentation masquée du visage, à quel point nous nous appuyons sur la perception et sur les signes pour nous arrimer au monde. Et pourquoi nous devrons, pour cette raison même, inventer de nouveaux gestes, signes et interprétants divers pour, au moins temporairement, nous représenter les choses pour agir et pour nous réapproprier l'espace, à commencer par notre espace perceptif intrapersonnel. À bien des égards, pour répondre à ces nouveaux défis, pour réfléchir, par exemple, aux remèdes concrets à apporter aux situations de handicap. Je pense aux personnes âgées résidant en EHPAD qui paient un si lourd tribut à la maladie et pour qui le toucher est vital dans les soins de la vie quotidienne, ou aux personnes malentendantes dont nous avons pu admirer tous les soirs l'intelligente mais aussi épuisante gestuelle, habituées à communiquer en lisant sur les lèvres d'un visage dont on ne verra désormais plus la bouche. Le philosophe se trouve un peu dans la situation, mais cette fois inversée, qui avait suscité tant de débats au XVIIIe siècle. Souvenez-vous de Berkeley, de Locke, de Condillac, mais aussi de Diderot autour du problème de Molineux. Inversé en effet, puisqu'il s'agit moins pour lui désormais de concevoir comment un aveugle né recouvrant la vue s'approprierait un monde qu'il avait jusque-là surtout senti par le toucher, que de comprendre l'expérience, sinon d'une privation, à tout le moins de certaines restrictions, heureusement provisoires, imposées à certains de nos sens, dont le toucher, et d'imaginer la manière de compenser cette perte, dès lors du moins que, tout philosophe qu'il soit, il se sent sommé, à son tour, de ne pas rester totalement sourd aux cris des blessés et ne perd pas de vue que le sens d'un concept réside dans l'ensemble de ses effets pratiques, sensibles, concevables, tant il est vrai que si toute pensée ne se réduit jamais à l'action, elle est inséparable de celle-ci, ou plus exactement de la conduite, et donc d'une certaine visée. Je ne saurais dire la frustration qui a été la mienne de devoir renoncer à poursuivre nos échanges. Celles et ceux qui parmi vous m'ont fait l'amitié d'être là lors de la dernière séance, alors que le virus rôdait déjà, mais que nous ignorions encore que serait prise la décision de confinement et que le toucher serait sans doute l'un de nos sens les plus mis à mal, se souviennent sans doute de l'émotion que nous avons pu partager lorsque, appliquant à la lettre de l'une des expériences condillaciennes de la conjugaison des sens, à laquelle nous invite la fameuse statue du traité des sensations, je vous ai proposé de me rejoindre à la fin du cours pour toucher l'extraordinaire texture du tome premier des 13 volumes du cours d'études pour l'instruction du prince de Parme, la grammaire, initialement rédigé à Parme entre 1769 et 1772, après le retour de Condillac en France, mais qui, victime de la censure du duché, ne verra finalement le jour qu'en 1782, et donc après la mort du Grenoblois. Volume émouvant à plus d'un titre, car c'est l'interdit jeté sur cette première impression qui avait contraint Condillac à préparer une deuxième édition en 16 volumes, publiée en 1775, de son vivant donc, mais avec des variantes. Les deux grammaires ne disant justement pas la même chose, Condillac préférant désormais à la notion de signe arbitraire celle de signe artificiel. Pas d'inquiétude à avoir, vous avais-je dit alors, sauf incendie, sur une éventuelle date de péremption d'un tel ouvrage. Point de ces innombrables et si pesantes mises à jour informatiques. C'est donc ensemble que nous avons pu partager l'émotion de l'extraordinaire présence de ce papier, vieux de plus de 150 années, de plus de 250 années, qui aura résisté à tout et qu'aucune expérience en mode virtuel ne pourra jamais remplacer.
Cette fabuleuse expérience qu'évoque si bien Sartre dans les mots, touchant en cachette pour honorer ses mains de leur poussière, ces monuments trapus, antiques, qu'il avait vu naître, qui le verrait mourir et dont la permanence lui garantissait un avenir aussi calme que le passé. J'espère, chers amis, que l'expérience du confinement vous aura permis, vous aussi, de retrouver un peu, par le compagnonnage des livres, ces moments de grâce, même si je sais fort bien, pour compter parmi vous nombre de professeurs à qui je tiens ici à rendre hommage, que tout occupé à poursuivre cette mission plus que jamais nécessaire de transmission de la connaissance, le temps vous aura sûrement manqué, à la différence de bien des lettrés, pour jouir de ce luxe de la lecture, a fortiori pour qu'ils vous prennent la fantaisie de songer à traverser la France pour aller récolter des fraises. Hommage particulier aussi à mes auditeurs professeurs et à mes auditrices, chargées d'enfants et de familles, qui auront dû affronter l'angoisse de tel ou tel proche frappé par le virus, ou se voir contraint de se rendre à l'hôpital pour ses séances de chimiothérapie, tout en continuant vaille que vaille à se concentrer sur les cours à donner ou les articles à remettre aux revues, et qui auront sans doute, pour les plus jeunes d'entre eux, plus d'une fois regretté de ne pas avoir sous la main la crécelle d'Architas qu'on donne aux enfants en bas âge pour les occuper et les empêcher de rien casser à la maison. Je me suis d'ailleurs laissé dire, les statistiques sont éloquentes, que la baisse de régime dans les publications a davantage atteint les chercheuses que les chercheurs. Relisons la correspondance entre Héloïse et Abélard et les arguments visant à dissuader du mariage et des enfants. Eh bien, à observer attentivement les choses, à voir défiler certaines images, renvoyons plus qu'à un monde de demain, à un monde d'hier, si ce n'est d'avant-hier. Je serais prête à parier que la vie d'une lettrée confinée, même en 2020, n'a sans doute pas été en tout point identique à celle d'un lettré confiné. Nous sortons lentement, avec toute la prudence requise de la période de confinement. Mais je sais aussi qu'il faudra des semaines et sans doute des mois avant que je puisse retrouver la chaleur de votre présence. Aussi voudrais-je vous dire comment je compte procéder d'ici là. D'abord, vous le savez, la chaire, ce n'est pas seulement mes cours, mes séminaires, sont aussi des ateliers, des colloques, dont le rythme du reste ces dernières années s'est accéléré grâce au dynamisme des chercheurs qui font vivre mes deux groupes de recherche, le groupe d'études en métaphysique et le groupe de recherche en épistémologie. Vous retrouverez en allant sur le site, à l'onglet laboratoire, le détail de toutes les activités déjà entreprises, la dernière en date étant la publication du colloque de l'an passé consacré aux principes métaphysiques sur le site de notre édition électronique La philosophie de la connaissance au Collège de France. Nous préparons actuellement le volume issu du colloque qui s'est tenu en octobre dernier sur la métaphysique du temps. Depuis lors, jusqu'à ces tout derniers jours, de nombreuses rencontres ont permis aux chercheurs des équipes de se réunir en virtuel. Ces activités, bien sûr, nous allons les poursuivre à un rythme soutenu et le temps qu'il faudra sous la forme de visioconférences pour lesquelles vous devrez prendre contact, si vous souhaitez y accéder, avec mon assistant Alexandre Declos. Mais je voudrais aussi, pour garder le contact avec vous en ces temps difficiles, vous proposer au fil des semaines et des mois à venir quelques réflexions que j'emprunterai moins à la philosophie morale, où on attend toujours spontanément le philosophe, qu'aux philosophies de la perception, de la connaissance ou encore des sciences, mais aussi à la métaphysique, sur ce qu'a pu susciter en moi l'expérience de la pandémie. Car ce sont bien dans ces domaines que le philosophe a, et une fois n'est pas coutume, beaucoup de choses à dire. Et c'est ce que je vous exposerai dans une prochaine vidéo. À très bientôt donc.